Bonjour. Alors je me présente, Gabriel. Je suis le dernier rempart entre vous et Pizza. Avant-dernier, pardon. Alors on a parlé de Bitcoin et JavaScript. Alors déjà, pour commencer, 3 petites questions. Est-ce que quelqu'un ne sait pas du tout ce que sont les Bitcoins? Ok, je suis désolé alors. Qui sait qu'il y a des Bitcoins dans la salle? Ok, quand même, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà codé des applications qui utilisent des bitcoins ou qui sont un petit peu à l'aise avec le protocole? Ok. Alors, pour vous, je suis un peu désolé parce que je vais faire les choses très simplement pour que la majorité puisse comprendre. Donc, il y aura beaucoup d'approximations techniques. Donc, on pourra en discuter plus si vous voulez. Je vais utiliser beaucoup d'images et d'analogies pour que tout le monde puisse suivre facilement. Alors, le but de la présentation, en fait, c'est pas d'expliquer le protocole Bitcoin parce qu'on est quand même au Paris.js. Mais c'est de vous expliquer le rôle qu'a le JavaScript dans cet environnement et de vous expliquer un peu comment fonctionne cette technologie. Donc comment fonctionne le blockchain sur lequel est basé les bitcoins. Donc le but c'est vraiment de sensibiliser au système décentralisé, notamment celui-là, et vous montrer l'importance que nous, développeurs JavaScript, on va avoir dans tous ces systèmes sécurisés et partagés par un réseau. Alors c'est une analogie que j'aime bien faire en fait. Donc le blockchain c'est la technologie qui sert à faire tourner les bitcoins et j'aime bien la comparer à internet. Alors je me suis rendu compte en demandant à des copains à moi hier que certains ne connaissaient pas la différence entre internet et le web. Donc je vais reprendre doucement. Internet, on va dire que c'est un gros réseau sur lequel on a construit des applications. Donc le web pour faire des sites internet, les mails pour communiquer, torrent vous connaissez, FTP, SSH, et plein d'autres technos qui sont basés sur ce gros réseau qui est Internet. Le blockchain, c'est pareil. C'est une technologie sur laquelle on a basé plusieurs applications. Aujourd'hui, l'application que tout le monde connaît, c'est ça, c'est Bitcoin. Mais demain, rien n'empêche qui en a envie et qui a une super idée de penser à une nouvelle application qui va être basée sur la même techno que le blockchain. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas du tout du Bitcoin en tant que monnaie avec un taux qui varie tout le temps, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette techno, le blockchain. Étant donné qu'il y a une seule application qui est le Bitcoin, ça reste quand même l'exemple qu'on va avoir. Alors le blockchain, c'est une techno qui va nous permettre de construire des systèmes décentralisés. Donc il y a le Bitcoin actuellement, comme j'ai dit, mais je pense aussi à notamment IBM qui a sorti un papier il y a moins d'un mois, où ils expliquent qu'ils travaillent sur une techno pour relier les objets connectés entre eux. Donc ils veulent faire communiquer les objets par une techno similaire au blockchain. En fait, on ne voit pas ça, c'est perturbant. Ils bossent sur une techno pour sécuriser les objets connectés, pour qu'ils communiquent entre eux. Donc ça permettrait aux objets de savoir comment ils se positionnent par rapport aux objets de la pièce, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les instructions, et être sûr que c'est sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, si jamais on a des volets ou des alarmes qui sont sécurisées, qui sécurisent la maison, et qu'il y a un hacker qui prend le contrôle, ben, il déclenche chez nous, il déclenche l'alarme, enfin... Il y a des gros problèmes de sécurité là-dessus, et ces problèmes de sécurité peuvent être fixés par des technos comme ça. Il y a beaucoup de gens qui bossent sur tout qui est pas intéressant, des systèmes de réputation décentralisés. Nous-mêmes, j'ai monté une boîte qui s'appelle Broker qui bosse sur les bitcoins, nous-mêmes on bosse sur des technos pour sécuriser les mouvements financiers. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors, avant de parler de JavaScript, je vais être obligé de vous présenter quelques éléments de la techno blockchain. Donc ça va être relativement simple, mais il y a quand même quelques concepts à comprendre. Donc premièrement, le concept de blockchain en lui-même. Alors le blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est juste une chaîne de blocs. Un bloc, c'est quoi? C'est un groupe de transactions. Donc si jamais j'envoie des bitcoins à quelqu'un, c'est une transaction. Les blocs sont calculés par des gens sur le réseau. Il y en a à peu près un qui arrive toutes les 10 minutes en moyenne. Et rassemble toutes les transactions qui ont pu se faire pendant ces 10 minutes. Je simplifie beaucoup. Donc il se compose de quoi? Chaque bloc est au courant du hash de son bloc précédent. À quoi ça sert? Ce hash, en fait, c'est juste une string qui correspond à toutes les transactions qui étaient dans ce bloc. Ça veut dire que plutôt que de vérifier toutes les transactions une par une, on a un hash. Si jamais on vient changer une transaction du bloc, ça change le hash. Donc avec ce hash, on va construire une chaîne,
Et si jamais il y a un mec qui s'amuse à venir changer un hash ici, ou à venir changer une transaction ici pour essayer de modifier toutes les données, et ben il va casser toute la chaîne. Donc c'est très sécurisé parce qu'en reconstruisant la chaîne, très rapidement, on peut s'assurer que personne n'a rien changé. Donc ce blockchain, en fait, c'est un grand livre de compte où on est au courant de tout ce qui se passe sur le réseau. Donc ce livre de compte, il est obligé d'être partagé par tout le monde, ça veut dire que chacun doit être en possession de ce livre de compte, peut le télécharger via torrent ou via peu importe quoi, et il doit le garder à jour pour savoir qu'est-ce qui se passe, où sont les bitcoins, et si jamais il y a un nouveau mouvement qui se fait, de pouvoir recevoir le nouveau bloc et savoir ce qui s'est passé sur le réseau. Ensuite, il y a un deuxième principe qui est les wallets. Alors une wallet, c'est composé de deux choses, une clé privée et une clé publique. Donc là, je vais encore simplifier grandement. En gros, la clé publique, c'est un peu comme votre RIP. C'est-à-dire que c'est une adresse sur laquelle on peut vous envoyer de l'argent. Donc cette adresse elle peut être publique, vous pouvez la donner à n'importe qui, ça permet aux gens d'envoyer de l'argent. Si vous voulez qu'on vous paye, vous donnez votre clé publique, donc une adresse Bitcoin, qui est une chaîne de caractères, hein, et n'importe qui peut vous envoyer de l'argent. Donc vous pouvez l'avoir direct avec n'importe qui. La clé privée, par contre, c'est celle qui vous sert à envoyer de l'argent. Donc c'est un peu votre code de compte bancaire en ligne, si vous voulez. Donc il ne faut jamais le partager et il faut vraiment la cacher. C'est-à-dire que les gens, vous avez entendu parler de beaucoup de services Bitcoin qui se sont fait hacker. En gros, si on leur a volé leur argent, c'est parce que les hackers, ils ont réussi à choper leur clé privée et du coup, ils ont pu dépenser tout leur argent. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à partir de la clé privée, on peut obtenir la clé publique, mais pas l'inverse. Donc là, c'est de la crypto, et je vous promets qu'on ne parlera pas de crypto aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, dernier concept, les transactions. Alors c'est très différent du système qu'on peut connaître bancaire. Aujourd'hui, si on met la carte bleue dans un terminal de paiement, imaginons on va acheter une pizza à 15 €. Si jamais je mets ma CB et je tape mon code, j'autorise le commerçant à prélever 15 € sur mon compte. Donc c'est du pool, j'autorise un prélèvement. Bitcoin, c'est l'inverse. C'est du push, on va pousser une transaction, on va dire moi je te paye 15 € pour la pizza. Et lui il va dire ok c'est bon, j'ai accepté 15 €. Donc c'est très différent dans le fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un protocole de transfert, c'est un protocole de ownership. C'est-à-dire qu'on va posséder les choses. Je vais l'expliquer un petit peu plus. Vous verrez après pourquoi c'est important pour JavaScript. En fait, on va imaginer que ça, c'est tous les bitcoins. A appartiennent à quelqu'un, B sont à moi, et C, ils sont à quelqu'un d'autre. En fait, si jamais, moi, Gabriel, je veux donner les bitcoins B, je veux les payer à Rémi qui est juste là, ce que je vais faire, c'est non pas lui envoyer les coins et les faire bouger ici, par exemple, mais c'est dire, ok, ces coins, elles m'appartiennent, je peux prouver qu'elles m'appartiennent, et maintenant, je vais dire à tout le monde, à tout le réseau, et je vais l'écrire dans le blockchain, que maintenant, ces coins, elles sont à Rémi. Donc maintenant, c'est lui qui les possède, mais elles sont toujours au même endroit. Donc pour une analogie un peu plus simple, on peut dire que ça, c'est des terrains, soit une propriété. Ce terrain, il était à moi, mais maintenant, je l'ai donné à Rémi. Il n'a pas bougé, pourtant maintenant, il est à Rémi, et moi, je ne sais rien. Donc ça marche un peu de la même façon, et c'est très différent de ce qu'on connaît. Alors ça, comment ça marche? Dans chaque transaction, il y a un truc qui est hyper intéressant, et c'est un peu la clé là où je vais vous emmener, c'est que sur chaque transaction, il y a un script qui contient un challenge à relever si on veut prouver qu'on possède les coins. C'est cool parce que je dis que moi, Gabriel, je possède ces coins B, mais qui c'est qui peut le vérifier? On n'en sait rien, n'importe qui peut dire moi j'ai les coins et je les envoie à Rémi. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a deux choses à faire. Premièrement, on doit prouver qu'on a les coins. Et pour le prouver, on doit résoudre un petit challenge qui a été placé par la personne qui les a envoyés. Donc, si on arrive à les résoudre, on peut les dépenser. Ensuite, quand on les dépense, il faut que nous-mêmes, on mette un challenge. Je vais mettre un challenge, je vais dire qu'il n'y a que Rémi qui peut dépenser ses coins. Donc là, j'ai résolu le challenge qui me demandait de m'authentifier et de me dire que c'était moi qui avais les coins. Et je vais dire maintenant, il n'y a que Rémi qui peut les dépenser. Donc ça, c'est fait via un script. Pour prouver que c'est bien moi et que j'ai bien les coins, en fait c'est de la cryptographie, donc là je pense dans les détails, mais en gros on va utiliser la clé privée pour signer la transaction. C'est pour ça que je vous ai dit que si jamais on vole la clé privée, on vole les bitcoins. Donc comme j'ai la clé privée, je suis capable de prouver que ces bitcoins là sont à moi, et je vais dire, j'ai la clé publique de Rémi, je vais dire le mec qui a la clé privée qui correspond à cette clé publique,
sera capable de dépenser des bitcoins. Donc en l'occurrence, c'est Rémi qui l'a, mais si ça fait voler, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc ce script, si jamais on se rate et qu'on l'écrit mal, on peut perdre des bitcoins. Personne n'est capable de relever un challenge qui a été mal écrit, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai dit un challenge hyper simple. Celui qui a la clé privée qui correspond à cette clé publique pourra dépenser des bitcoins. Mais on peut penser à des challenges beaucoup plus compliqués. J'ai pas vraiment d'idée en tête simple à expliquer, mais on peut imaginer vraiment tout ce qu'on veut. Donc il y a des gens qui bossent sur des technos avec des challenges compliqués pour faire des contrats intelligents, des systèmes de réputation. On peut dire ces coins-là, je les envoie que si jamais tu prouves que tu as rempli le contrat qu'on avait signé ensemble, etc. Et après, avec des preuves cryptographiques et des choses, on peut faire des trucs vraiment intéressants. Donc ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est que tout ce qui se passe est public, mais je suis sûr que j'ai envoyé les bitcoins à Rémi que celui pour les dépenser parce qu'il est seul à pouvoir relever le challenge que j'ai placé. Donc non, j'ai pas oublié qu'on était au Paris JS, mais voilà pourquoi c'est intéressant ce qu'on vient de faire. Et là, on va faire un peu de live coding. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Node.js pour créer une wallet. On va noter que la synthèse de notre service, on va créer une wallet. On va faire un dépôt de Bitcoin, on va lui envoyer des sous. Donc je vais envoyer des vrais sous de ma poche. Et ensuite, on va récupérer sa balance pour voir qu'on a bien reçu les sous. Donc on va commencer par là. Donc c'est du vrai live coding, hein. Je n'ai pas préparé le code vraiment avant. Donc là, j'ai un problème technique qui est que j'ai que 2 mains. Par contre, si je viens, je te donne ma clé publique Bitcoin, comme ça tu fais des transactions chez moi, c'est ça? Là, j'ai tout préparé. Non, la clé publique, on l'a pas encore, on va la générer. Ouais, on est sur ma clé USB. Alors, on va être en très très. Alors en fait, allô? En fait, avant de faire ce live coding, il y a quand même pas mal de choses que j'ai préparées en amont, donc je vais vous les montrer quand même. J'ai fait tourner un serveur Bitcoin, donc sur une machine Linux, apt-get install Bitcoin, et c'est parti. Il faut qu'il se mette à jour, donc il chope tout le blockchain pour être à jour avec le réseau. Donc ça prend une petite journée, si on le fait correctement. Donc il y a ça qui tourne, et en fait, mon app Node.js, ça va venir se connecter à ce serveur et communiquer avec directement. Ensuite, je vais vous montrer un autre tool que je vais utiliser. Donc ça, c'est un site qui sert à donner une interface graphique au blockchain. Donc ça, c'est une adresse Bitcoin, et ça, c'est cette transaction. Donc comme elle est toute neuve, je l'ai créée juste avant, il n'y a aucune transaction. Mais quand on va envoyer des sous, ça va nous servir à voir si les sous sont vraiment arrivés et à les suivre ensuite. C'est ok, reste. Alors, on va commencer un petit peu avec le code. Ok, donc là en fait il n'y a rien, il y a juste un package.json, donc j'utilise une lib qui s'appelle Bitcore et qui va venir se connecter en RPC à mon serveur JavaScript. Alors le premier truc que je vais faire, c'est venir demander à mon serveur une nouvelle adresse. Donc c'est super simple, je vais juste faire get new address et passer un callback. Donc c'est du Node classique, erreur et puis data. Donc on va supposer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc mon adresse, c'est ça. Donc là normalement, si je lance mon script, je vais avoir une adresse qui va m'être lancée par mon serveur. Bah c'est le Wi-Fi, ouais. Bah, ça marchait il y a 3 minutes. Ok, fallait bien que ça arrive. Connexion rejetée, 403 Ok, bon bah je sais pas pourquoi je me suis fait jeter, mais du coup je vais vous le faire directement sur le serveur. Bah, je vais vous montrer le code en JS et après je vais vous le montrer directement sur le serveur. Je n'arrive pas à me connecter en RPC, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Donc normalement en fait je fais juste rpc.getNewAddress et il va venir me renvoyer une adresse. Je vérifie que c'est le code en dessous quand même. Bah oui,
cas où, hein. J'avais tout prévu, mais non, pas ça. Bon, ok, normalement ici on va récupérer une adresse. Donc cette adresse, elle est de la forme. En fait, tout ce que ça fait, une serveur node, c'est se connecter directement à ce serveur-là et taper les commandes mais depuis un serveur node. Donc si je fais ça, je vous l'avais dit, pardon. Là, normalement, je vais récupérer une adresse. Ok, super. Ouais. Ok, donc là j'ai une adresse. Une nouvelle, top. Donc je vais la mettre de côté. Cette adresse, il va falloir que je la lie à un utilisateur. J'ai un mec qui vient de s'inscrire, donc je vais la lier. Donc je laisse le callback, hein, tant pis. Callback L. Je vais dire set account et je vais dire l'adresse que tu viens de m'envoyer, donc c'était data.result normalement. Je vais dire tu me la mets à un utilisateur que je vais appeler Paris. Et alors là en fait c'est dommage que je puisse pas vous le montrer. On va quand même essayer parce que c'était bizarre. Normalement enfin bref, normalement maintenant on a un utilisateur Paris qui a une adresse Bitcoin qui était celle-là. Donc là c'est ce que je vais faire. Cet account, je mets l'adresse, je ne me rappelle plus des paramètres, ici c'est l'adresse, et après le nom qu'on veut mettre. Ok. Donc là maintenant, j'ai mis une adresse à un utilisateur Paris, et donc si je fais juste, je vais récupérer sa balance, donc get balance Paris, il me dit il y a 0 Bitcoin. Je ne sais pas si on arrive à lire. Ok. Donc je vais refaire, voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déposer des Bitcoins là-dessus. Alors, je vais aller ici, parce que ce qui est pratique, c'est qu'il génère un QR code pour l'adresse. Donc le QR code représente la clé publique. Avec mon téléphone, je vais la scanner, et je vais déposer des bitcoins dessus. Donc là, je scanne la clé avec mon téléphone, et je vais envoyer des bitcoins. Je valide, il a bien scanné un truc. Hein. Donc ça va apparaître. Là, je vais cliquer, ça envoie, et hop, ça a apparu. Donc c'est cool, ça a été vraiment instantané. Comme on peut le voir, j'ai envoyé 0,0011 bitcoin, ce qui fait 40 centimes. Donc ils ont été reçus. Je retourne sur mon serveur. Normalement, dans le code, ce qui aurait été très cool, on va quand même essayer au cas où, mais je pense pas. Normalement, dans mon serveur, si j'avais fait rpc.getBalance de l'utilisateur Paris, j'aurais dû récupérer ici sa balance qui aurait dû valoir donc ce que je viens de déposer. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Donc voilà. Alors si par contre je vais sur le serveur, ici je vois bien que j'ai reçu mes bitcoins. Donc là mon serveur, il est au courant que j'ai déposé 0,011 bitcoin. Alors ça c'est super, on a pu en JS créer un wallet utilisateur, récupérer des bitcoins et du coup savoir combien il a de bitcoin réellement. Sauf qu'il y a un problème. On a vu que le but des bitcoins et du blockchain c'était de créer des systèmes décentralisés. Sauf que là ce qu'on vient de faire c'est qu'on avait un seul serveur qui gérait toutes les wallets des utilisateurs. Donc sur le serveur, j'ai généré, je vous ai montré son adresse, la clé publique, mais il y avait aussi la clé privée. Et tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais l'exporter. Donc ça veut dire que si quelqu'un hack mon serveur, il peut hacker tous les utilisateurs. Le mec, il lance sur mon serveur, il prend toutes les clés, il peut dépenser tous les bitcoins. Donc c'est un peu idiot, on a dit qu'on voulait un système décentralisé, et au final, on est en train de construire un système centralisé. Et là, je suis en train de dénoncer un problème de cet environnement en général, parce que toutes les plateformes, ou presque, fonctionnent comme ça. Et si on voit autant de services se faire pirater aujourd'hui et se faire voler jusqu'à 400 millions pour celui qui a perdu le plus de sous, c'est juste à cause de ça. Ils ont un système décentralisé et ils construisent un système centralisé avec. Donc
Single point of failure, ça veut dire qu'en un seul point, c'est un peu comme l'étoile de la mort, il y avait une petite faille, en mettant un missile qui arrive au milieu, tout est détruit, bah, c'est un peu la même chose. Alors que... 5 minutes max. Du coup, on a un problème avec les bitcoins. La solution, c'est le JavaScript. Et c'est pour ça que je fais cette presse aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser à ça. On a de la logique qui est sur le serveur. Si le serveur se fait pirater, il est au courant de tout. Et donc, il peut pirater tout le monde. Si jamais on déplace cette logique du serveur chez le client, le serveur n'est plus au courant de rien. Et si le serveur est au courant de rien, on peut le pirater, il ne pourra rien faire avec. Donc la solution, c'est juste en fait de sortir la logique du serveur qui est le seul point, qui était jusqu'à présent le seul point d'entrée, et de la déplacer directement chez le client. Donc nous, développeurs JavaScript, on a une mission qui est hyper importante et qui est super intéressante. À l'époque, pour développer un logiciel, il fallait coder dans des langages bizarres et faire télécharger un logiciel et faire installer sur plusieurs plateformes. Nous, aujourd'hui, on est capable d'écrire du code qui va être interprété dans des navigateurs. On est capable de construire des logiciels dans les navigateurs. Et ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant et qui est propre à JavaScript. Et donc, ça va nous permettre de construire des applications, de construire des logiciels qui vont venir directement dans le navigateur de la personne, faire toutes les opérations qu'on vient de faire, de manière décentralisée. Donc, basiquement, le problème, c'était que les clés privées se trouvaient sur le serveur. Donc, si jamais on rentre sur le serveur, on prend la clé privée, on dépense les sous. Qu'est-ce que vous dites de ça? On met la clé privée dans le navigateur, on la crypte, et on l'envoie au serveur. Le hacker, si jamais il chope le serveur, il n'a que des clés privées qui sont cryptées, il ne peut rien en faire. Maintenant, on a besoin de se servir de notre clé privée. On la récupère du serveur encrypté, on la décrypte, et on s'en sort comme on veut. Du coup, là, on a un vrai système décentralisé, on ne peut pas se faire pirater. Donc, je vais vous montrer comment on peut coder du Bitcoin dans le navigateur. Et là, c'est la partie la plus intéressante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les sous. Donc je vais aller récupérer la clé privée sur le serveur central. Je vais la mettre dans le navigateur et je vais récupérer les sous. Alors, ici, j'ai un petit fichier HTML. Donc tout ce que j'ai fait, c'est appeler une lib qui s'appelle bitcoin.js. Alors je vais créer une transaction. Bitcoin pour une transaction. Cette transaction, elle a deux choses. Je vais lui dire qu'est-ce que je veux dépenser et où est-ce que je veux l'envoyer. Et ensuite, je vais devoir prouver que c'est moi qui envoie les sous. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc là, je vais dire qu'est-ce que je veux récupérer comme sous. Donc on va récupérer ça après. Là, je vais dire où est-ce que je veux les envoyer. Comme ça. Donc à quelle adresse. Et combien je veux envoyer. Non, c'est un integer. Parce que JavaScript, c'est pas très fort avec les chiffres. Je me trompe de 0, voilà. Et ensuite, je vais signer. Donc il faut que je récupère ma clé privée. Donc ça s'écrit, l'écriture est un peu bourrin. Et donc là, je mets ma clé privée. Donc je vais aller sur mon serveur et je vais récupérer ma clé privée. Une adresse. Donc là, ce que je fais, c'est que je demande au serveur la clé privée qui correspond à ça. Donc là, s'il y en a un de vous qui est rapide, qui va recopier ça, il peut me piquer mes bitcoins. Ah bah il y a le code sous les yeux. Hein. Alors, voilà, donc je vais dire... Ça, c'est la clé privée pour dépenser les bitcoins. Là, je récupère le hash de la transaction que j'ai faite. Donc, je vais dire, tu dépenses les bitcoins que je t'ai envoyés ici. Là, je vais copier. Ça, c'est le DOM sans GCSS. Voilà, c'est une string. Et où est-ce que je vais envoyer les bitcoins? Donc, tout à l'heure, j'ai créé une adresse qui est vierge ici. Et je vais les envoyer là-dessus. Voilà, donc là, j'ai créé une transaction, j'ai dit ce que je voulais envoyer comme sous, j'ai dit où je voulais les envoyer, et j'ai prouvé que c'était moi.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la signature. Enfin, d'abord, je vais signer la signature pour prouver que c'est moi. Donc, avec ma clé que je viens de créer. Et maintenant, je vais juste récupérer la transaction. Donc, normalement, si j'ai pas fait de faute de frappe, là, ce que va faire le navigateur, c'est qu'il va faire tout ce que j'ai dit et me donner un code d'une transaction. Cette transaction, je vais la récupérer et ensuite, je vais pouvoir l'envoyer à tout le monde, à tout le réseau, pour que tout le monde sache que moi, Gabriel, j'ai envoyé des bitcoins à lui et Rémi. Ok, cool. Donc là, je récupère la transaction. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est l'envoyer via une requête post à un serveur qui, pour nous, ira la diffuser. Mais on ne va pas coder ça, donc je vais juste la mettre dans un tool ici, qui sert à publier l'adresse pour nous. Donc juste la soumettre, submitted, et donc normalement, si c'est bon, voilà, ici, j'ai récupéré mes sous. Donc ils sont pas... Au début, on a créé une adresse, on a envoyé les sous là. Et puis après, via le navigateur, on a créé une transaction et on a envoyé les sous ici. Je sais pas si c'est super clair. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, ce que je vous ai dit, c'est que grâce à ça, on peut vraiment sécuriser des applications, vraiment séparer la logique du serveur pour l'envoyer dans le navigateur et du coup offrir beaucoup de sécurité à nos utilisateurs. Donc ça demande beaucoup de JavaScript. C'est pas évident à coder, c'est beaucoup de crypto, c'est des concepts qui sont encore très novateurs. Pour l'instant, moi je travaille dessus, on implémente juste ce qu'ont écrit des mecs sur des white papers un peu obscurs en cryptographie, mais c'est des concepts qui vont permettre à n'importe qui de sécuriser des applications. Donc comme tout à l'heure je vous ai dit, dans chaque transaction il y a un script qui est vérifié et on peut écrire n'importe quel script. Donc ça c'est extrêmement puissant et ça va permettre à tous les développeurs, soit JavaScript ou autre, d'imaginer leur propre système décentralisé. Par contre, ça reviendra toujours soit au JavaScript, soit au distributeur de logiciels, de sécuriser ces applications en faisant tout chez le client et non pas sur un serveur central. J'espère que ça a été clair. Vous avez des questions ? Si les secrets, tu les stockes du côté client, il faut que le browser il s'en souvienne quelque part, ou le client il a une clé pour décrypter son secret. Alors ça en fait, ça serait limite le sujet d'un second talk. C'est un problème assez complexe. Basiquement, j'ai envie de te dire, le plus simple, voilà, le plus simple, c'est juste tu prends sa clé privée, tu l'encryptes avec son mot de passe, donc tu ne demandes même pas. Hein. La clé, tu la récupères du serveur. Quand tu tapes son mot de passe, dans l'idée, le mec qui reste sur le service, il se connecte. Donc tu récupères ses infos, son nom, son email et sa clé privée cryptée. Et puis si jamais il a besoin de signer une transaction dans son navigateur, tu lui dis attention, tu vas envoyer des sous, tape ton mot de passe. Il tape son mot de passe, tu décryptes sa clé, tu signes la transaction et tu l'envoies au serveur. Mais en fait, le mot de passe, le problème c'est que si toi tu connais son mot de passe et sa clé cryptée, tu peux toi-même la décrypter. Parce que si c'est juste sur le navigateur, enfin, ça se jette un navigateur, ça se perd facilement. Oui, mais non, tu la stockes sur ton serveur. Mais l'idée c'est que toi, tu ne dois pas être capable de décrypter sa clé privée et si jamais tu as son mot de passe, tu peux le faire. C'est la clé de décryptage ou du mot de passe, il faut bien que quelqu'un retienne. Ouais, bah, l'idée c'est que tu stockes que des choses cryptées. Tu sais, c'est le zéro knowledge. Si jamais ton serveur il est au courant bien sur tes utilisateurs, si tu te fais hacker, c'est pas grave. Ouais. J'ai une question quand même, je me suis dit, du coup, si tu dis que le mieux c'est qu'on entende que le serveur est le moins de données possible, il n'y a pas juste moyen de stocker la clé privée sur le mobile ou l'ordinateur de la personne, ou pas sur le serveur, et de procéder sans avoir à re-encoder encore la clé privée. Parce que le système de clé privée et clé publique, justement, c'est de faire en sorte que tu gardes tout le temps la clé privée, il est même codé que tu la transmets jamais. Ok, imagine tu mets, disons, je sais pas, il y a rapidement des mecs qui ont des clés privées avec 50 000 $ dessus. Demain, on voit ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Donc, ouais, c'est une très bonne idée, mais là, comme on parle souvent de gros sous, il faut des backups dans tous les sens et ça serait un petit peu léger. Mais c'est une bonne idée sinon, ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche techniquement de publier directement dans la blockchain depuis le navigateur, de faire une transaction sans passer par le serveur? Bah, en fait, tu peux le faire si tu veux. On peut? D'accord. Bah, via une API, mais oui. En fait, c'est quoi le protocole exactement pour l'accès de blockchain? C'est de l'HTTP? Pour directement, je ne connais pas. Bah, en fait, il faut que tu te connectes directement à leur software et après, c'est eux qui s'en occupent. Il y a Bitcoin D, ça s'appelle, c'est un truc qui tourne et qui provide des commandes. Donc, les commandes que j'ai tapées directement en ligne de commande et non pas dans le serveur node comme prévu.
C'est ça en fait. Et du coup, il y a pas mal d'API. Il suffit de faire un call avec l'API avec ce que tu veux de transaction et pour toi, il la publie. D'accord, on est toujours obligé de passer par ce logiciel qui va tout gérer, qui est une API, quoi. Ouais, tu peux pas directement depuis le navigateur, il faut que tu passes par une API qui va publier pour toi. Mais l'avantage, c'est que les nœuds Bitcoin, il y en a à peu près 7000 dans le monde là, en ce moment. Donc tu peux te connecter à n'importe lequel des 7000 et envoyer la transaction. Tu avais récupéré la liste des blockchains, tu as dit que ça mettait une journée, et quand tu t'es envoyé les bitcoins, tu as eu accès directement. Est-ce que tu streams, est-ce que ton serveur a été connecté au blockchain pour avoir l'info directement ou... Ouais, mon serveur est connecté au blockchain en fait. C'est ce que je disais, en ce moment il y a 7000 nœuds Bitcoin qui sont connectés autour du monde au réseau, et donc en fait ils communiquent entre eux. Si jamais on envoie une information au réseau, ça se propage un peu comme des torrents si vous voulez. Donc il a reçu la transaction très rapidement, et donc plus il y a de nœuds, plus ça va vite. Ça va être super clair. Juste dans le modèle que tu décris, l'utilisateur met son mot de passe dans son navigateur. Le code JS est envoyé du serveur. Dans le cas où le serveur est hacké, le code qui est envoyé du serveur peut être hacké aussi. Comment tu échappes Alors en fait, du coup, les gens qui font de la crypto sont des gros parano, et donc le souci que tu soulèves, c'est un souci qu'ils soulèvent très régulièrement aussi. Les gens ont dit d'abord, c'est pas grave, on le sert via SSL, donc on sait que ça vient de nous. Puis on a trouvé 2 failles SSL cette année, donc du coup, SSL on peut plus le considérer comme sécurisé aujourd'hui. Donc du coup, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils codent des plugins qui permettent de servir, de stocker en fait le JS. Ça veut dire que tu récupères le JS une fois, tu sais qu'il n'a pas été hacké, limite tu le lis toi-même, ou tu le fais par quelqu'un que tu connais, ou un mec connu sur internet lit le code et dit ok, ce JS là je certifie que c'est bon. Et ensuite le plugin va venir tout le temps servir le même JS sans le télécharger du serveur directement. Donc ça pose des problèmes en termes de maintenance, tu peux pas changer ton JS quand tu veux, etc. Mais c'est la solution avec laquelle ils sont venus pour contrer le problème. Et effectivement, si jamais tu arrives à modifier le JS qui est envoyé, ouais, tu peux hacker tout le monde. Et du coup, on perd le bénéfice d'un environnement web simple. Si on Oui, mais tu arrives quand même à un moment où tu supposes que le SSL n'est pas assez sécurisé. Donc dans ce cas-là, on peut aussi parler des transactions bancaires, on peut parler de beaucoup de choses. SSL, c'est quand même ce qui sécurise aujourd'hui quasiment tout Internet. Après, il ne faut pas oublier que si jamais tu fais ça, tu vas être capable de hacker un seul navigateur. Et j'en ai pas parlé, mais je vous ai dit maintes fois qu'il y avait des scripts qui permettaient de vérifier que les bitcoins soient dépensés. Et il y a un modèle qui est aujourd'hui en train d'émerger, qui est le modèle multisignature. Ça veut dire que aujourd'hui, ma seule signature, je vous ai montré, j'ai mis qu'une seule clé privée et j'ai pu dépenser les bitcoins. Aujourd'hui, on peut dire, ok, pour dépenser les bitcoins, il faut qu'on va mettre 3 personnes dans la transaction. Il faut que 2 des personnes signent la transaction pour qu'elle soit effectivement passée. Et si jamais tu arrives à un système comme ça veut dire que peut-être tu te fais hacker ton serveur, mais la personne, il faudra qu'il arrive à pirater et ta clé et celle d'un de tes potes de la transaction pour réussir à voler les sous. Donc là, tu commences déjà à enlever un petit peu de risque. Donc en fait, étant donné ce que je disais, qu'on peut mettre ce qu'on veut dans le script, tu peux penser à des systèmes pour te protéger au cas où même une personne se ferait hacker.